Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'opinion, votre émission que vous aimez. Eh bien, nous recevons comme chaque fois Monsieur Patrick Yalé, avec qui nous allons échanger sur des questions de l'heure, des questions qui font pignon sur rue. Avec lui, nous allons échanger autour du processus électoral, un peu de ce contrat, l'ASIC qui lie l'Angola à la RDC. Nous parlons de la mission également de l'Église, sans finir par cette question justement de la position de l'Église par rapport au processus électoral et aussi par rapport aux questions importantes du pays. Monsieur Patrick Yalé, analyste politique indépendant. Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour Dan. Très bien coiffé et aussi très bien habillé comme d'habitude. Hein. Ce n'est même pas à commenter. Mais on a appris que vous aviez perdu votre grand-mère et ça vous a vraiment affecté. Oui, merci Dan, merci de me recevoir encore aujourd'hui. Je suis vraiment, je dirais, très touché. La personne que j'ai perdue est une personne qui m'était très chère. C'est ma grand-mère, c'est elle qui m'a pratiquement élevé. J'ai une pensée plus que pieuse pour elle en ce jour. Elle est partie le 8 juillet, elle sera mise en terre le 22 juillet. Il y aura cet effet, l'oraison funèbre qui sera tenue là où elle a rendu l'âme, à Anvers, auprès de sa fille Jetou. Je salue toute la famille, la grande famille éplorée, les Ndala, les Chilumba, les Malemba, les Badianama. C'est une perte, je dirais, qui laisse un grand trou. Elle était une femme qui m'a enseigné beaucoup de vertus, beaucoup de valeurs. Beaucoup de vertus, beaucoup de valeurs. Beaucoup de vertus, beaucoup de valeurs. Paix à son âme. Elle est morte en Europe, c'est ça? Elle est morte en Belgique. En Belgique, morte en Belgique. Oui, morte en Belgique, oui. Père à l'âme de notre grand-mère. En tout cas, j'espère que Dieu va vous réconforter. Non, on est de pèlerins, comme on le dit. Elle a eu la grâce d'avoir 9 enfants qui ont donné des petits-enfants, dont moi, qui suis son premier petit-fils. Et elle a aussi pu voir la 4e génération, parce qu'il y a moi qui ai fait des enfants, même si ma grande douleur, et que j'aurais voulu que mes enfants la connaissent un peu plus. Mais bon, elle a vu 4 générations, et je pense que Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Monsieur Patrick Yalé, c'est donc, on va prendre alors des questions de l'heure. On va parler d'abord de ce contrat signé entre la RDC et l'Angola pour l'exploitation du pétrole. Quel est le point quel est le point de vue que vous pouvez donner par rapport à ça, à ce contrat jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'il est d'application ou il y a encore des problèmes par rapport à ça? Non, je pense qu'il faudra saluer ici le caractère volontariste du ministre des Hydrocarbures qui a pris tant d'années et on voit de faire matérialiser ce partenariat. Si on peut recontextualiser les choses, la ZIC est signée depuis 2007. Alors à l'époque, M. Mende était ministre des Hydrocarbures. En fait, on a circonscrit les zones d'intérêt, les zones maritimes d'intérêt commun qu'il y a entre nous et l'Angola.
Il y a notamment 4 blocs, si je ne m'abuse, qui ont été, je dirais, qui ont fait l'objet de cette ZIC. Il y a le bloc 14, le bloc 15, le bloc 1 et le bloc 30, si je ne m'abuse. Ces blocs font partie de ce qu'on appelle la ZIC. Et il était question maintenant, après cette signature, qu'il y ait des actes et des effets générateurs de cogestion de ces blocs qui nous appartiennent conjointement entre nous et l'Angola. Mais depuis 2007, rien ne fut fait. L'avènement de M. Tshisekedi au pouvoir, il a demandé instamment que ce partenariat aboutisse. Et demain, 13 juillet, il y aura la première étape, un pas, je dirais, très important, qui a précédé les négociations qui ont eu lieu tant en Angola qu'ici au Congo. La délégation angolaise conduite par le ministre chargé des hydrocarbures sera ici au Congo demain pour la signature de ce qu'on appelle un contrat de gestion et de gouvernance qui liera l'Angola et la République démocratique du Congo. Ça va remettre en question l'ancien contrat signé en 2007? Non, l'ancien contrat, je dirais, c'est le contrat qui ouvre la porte, le contrat qui délimite les blocs que nous avons, je dirais, que nous devons avoir en co-gestion, c'est qu'on a appelé zone d'intérêt commun. Et il fallait qu'il y ait une suite, il fallait matérialiser ça parce que le point culminant, c'est la signature d'un CPP, contrat de partage de production, ce qui sera fait à la suite du contrat qui sera signé demain. Et pour votre gouverne, la société Chevron est la société appointée qui exploitera le pétrole qui se trouve dans ces blocs que je vous ai cités il y a sous peu ici. Donc, il y a d'abord un contrat qui sera signé demain, contrat de cogestion et de gouvernance qui liera le Congo et l'Angola. Ensuite, quand les violons se seront accordés à la suite de ce contrat, il y aura maintenant un contrat de CPP qui liera les deux pays avec Chevron. Et derrière Chevron, il y aura notre société nationale Sonatrach qui représentera l'État et la société Sonangol qui représentera l'État angolais. Donc c'est une avancée considérable qui permettra au secteur des hydrocarbures de contribuer, je dirais, assez considérablement au budget national de l'État. En termes de chiffres, ça peut être estimé à combien? On serait trop, je dirais, on ne peut pas encore s'aventurer à donner des chiffres. Mais permettez-moi de dire, cher Dan, quand Chevron se joint à une telle affaire, je ne pense pas que c'est pour des boutiques. Chevron, c'est un major. Et quand vous avez l'adhésion de Chevron, je vous laisse imaginer les revenus que cela peut générer. Quand est-ce que la production elle-même peut commencer? La production côté congolaise, l'exploitation, je peux dire. Bon, l'exploitation, c'est des choses qui seront définies à l'issue du CPP. Mais ce qui est déjà, je dirais, ce qui est déjà bon à savoir, c'est que le partage sera fait 50-50 avec l'Angola. Ce qui est quelque chose de très bénéfique pour nous, parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est l'Angola qui a pratiquement, je dirais, financé les travaux d'exploration qui ont été faits. Donc, bien qu'il en a aussi, je dirais, profité, parce que l'exploitation du côté angolais a déjà commencé depuis belle lurette, mais n'empêche que c'est l'Angola qui a financé l'exploration et lors du contrat du CPP, j'espère que nous pourrons rattraper le temps que nous avons, entre guillemets, perdu. Donc avant l'arrivée de Boudimbo, ce contrat était resté lettre morte. L'effectivité du contrat signé de la ZIC n'ont pas connu un début de commencement. C'est à l'issue de la signature qui se fera demain qu'on pourra maintenant envisager la prochaine étape dont les jalons ont déjà été sémés, celui du contrat de partage de production avec la société Chevron.
D'accord, M. Patrick Yalé, vous avez suivi ces rencontres entre le président de la CENI et tous les leaders de l'opposition, excepté ceux du FCC qui ont botté en touche. Le président Kadim avait promis d'aller consulter la plénière et puis revenir pour essayer de répondre aux revendications de l'opposition. De cette démarche, il en ressort que la CENI ne peut pas répondre aux revendications de l'opposition. La CENI donne plusieurs arguments qui justifient pourquoi elle ne peut pas répondre aux revendications de l'opposition. Je m'en vais vous lire quelques éléments. Comme ça. Oui, la CENI dit l'audit externe du fichier électoral ne constitue pas en soi une exigence légale et moins encore réglementaire dans les contextes de la RDC. Cet audit est plutôt une activité calendaire qui fait partie des bonnes pratiques reprises dans le plan stratégique de la centrale électorale en vue de répondre aux soucis de transparence de la constitution du fichier électoral et de toutes les autres opérations. C'est de plein gré que la CENI s'y est soumise. Deuxièmement, la plénière a noté qu'hormis la récusation de la composition de la mission d'audit externe, aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de cette mission. La plénière trouve ainsi illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Enfin, diligenter une nouvelle mission d'audit externe du fichier électoral risquerait d'éloigner la CENI de ses priorités courantes et prochaines qui se focalisent sur les étapes devant conduire à l'organisation effective et dans le délai des scrutins du 20 décembre 2023. Vous trouvez fondés ces arguments avancés par la CENI pour ne pas répondre aux revendications de l'opposition? Plus que fondés, parce que la CENI est tenue au respect des dates échues pour la tenue des élections. Au-delà de la CENI, c'est le gouvernement qui est tenu au respect de ces délais. Mais vous avez l'opposition qui marche à tâtons. En même temps, elle est dans ses revendications. En même temps, elle brandit une menace comme quoi, si aux dates échues, il n'y a pas élection, il y aura ce qu'il y aura. Pour ne pas dire qu'ils promettent, je dirais, un tsunami, par exemple. Il faudrait maintenant savoir, entre leur menace de ne point voir cette mandature dépasser son quinquennat même d'une minute, et, je dirais, les revendications qui ont pour but non avoué de faire glisser les choses. C'est là que l'opposition, je dirais, est à ce jour perdue dans ses calculs. Perdue. En réalité, l'opposition n'est pas prête à aller aux élections. Parce que la loi exige à la CENI, et la CENI a dit qu'elle va s'y en tenir, la publication des listes d'électeurs par circonscription. C'est là, je dirais, la meilleure voie que l'opposition a pour démontrer si il y a eu des enrôlés frauduleux. La CENI a l'obligation de publier 90 jours avant. Mais dans ce contrat, la CENI dit, dans ce document, la CENI dit qu'elle va publier 30 jours avant la campagne électorale. La Commission électorale nationale indépendante publie la liste définitive des électeurs par centre de vote avec indication du bureau de vote. La liste électorale pour l'ensemble du territoire de la ville ou du regroupement des communes pour la ville de Kinshasa, suivant le cas, est affichée pour consultation au bureau de l'antenne de la Commission électorale nationale, au plus tard 15 jours avant la date du scrutin. Alors, ici l'opposition dit... Oui. Mais c'est aussi limpidement dit. Et publier 30 jours avant la campagne électorale, il risque de ne pas... le temps est tellement court pour bien revenir sur s'il y a des revendications à faire. Non, cher Dan, on ne doit pas vouloir une chose et son contraire. Une élection,
ce n'est pas, je dirais, comme si vous vous lancez à un jeu de dames. Une élection demande les moyens. Et il faut se donner les moyens. Quand vous dites que vous avez des soupçons de fraude, cela suppose que vous avez une certaine idée de comment se sont opérées ces fraudes. Et vous devez, en conséquence, avoir les moyens de fournir les preuves quant à ceux lors de la publication des listes. Le temps matériel pour pouvoir revenir dessus, est-ce qu'il sera suffisant? Non, attendez. 30 jours avant la campagne électorale, c'est déjà à quelques pas des élections. Non. Quand est-ce qu'on pourra revenir sur ces listes s'il y a des listes des gens qui sont peut-être des listes des personnes qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas des vrais électeurs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, s'il est démontré qu'il y a des cas massifs de fraude, des enrôlés qui ont été inscrits dans les listes, qui sont de faux enrôlés. Mais l'évidence voudra que la CENI soit mise au banc des accusés. Je dis bien l'évidence obligera la CENI d'être mise au banc des accusés. Mais pour que cela arrive, il faut que vous, l'autre partie qui contestez, amenez la preuve. Permettez-moi d'user de cette formule en droit qui dit que la responsabilité incombe à celui qui accuse. C'est lui qui a la responsabilité d'apporter les preuves. Pour le cas d'espèce, l'opposition et la SENCO, qui ont longtemps crié à un vol, on va faire simple. Ils ont dit qu'il y a des enrôlés frauduleux au Kasaï. Et non qu'à l'occasion de la publication des listes, d'envoyer des délégations, des observateurs au Kasaï, fouiller les listes et dire voilà ce que nous avons affirmé, voilà les preuves. Parce qu'ils ont claironné que, entre autres, il y avait fraude massive au Kasaï. Je leur donne une piste, je demande 0 francs, hein. Je demande 0 francs, qu'ils envoient les moyens humains conséquents au Kasaï lors de la publication et ils vont revenir avec des preuves pour dire voici, nous avons affirmé. Est-ce que le faire 30 jours avant la campagne électorale, c'est-à-dire au plus tard en novembre, le faire, publier les listes 30 jours, c'est la loi qui le commande. C'est la loi qui le commande. Depuis. C'est la loi qui le commande. Depuis. Cette loi n'a pas changé depuis. Tout à fait. Elle donne aux partis 30 jours pour vérifier que les listes publiées par la CENI sont correctes. Ça, c'est la loi électorale. La loi électorale. Tout à fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour peut-être éviter, pour crédibiliser, pour des questions de crédibilité, pour des raisons de crédibilité, n'est-il pas opportun d'accéder ou de répondre à cette demande qui est simplement celle de faire auditer ce fichier? Aussi, si la CENI n'a rien à se reprocher. Non, il n'est pas ici question d'avoir quelque chose à se reprocher, mais plutôt de ne pas céder aux caprices de l'opposition avec son appendice de la SENCO. Parce que, cher Dan, vous voulez aller aux élections, il ne manque plus. Vous pensez qu'on peut aller aux élections, avoir des élections qui ne seront pas contestées? Pourquoi ne pas éviter ce qu'on a connu depuis des années? Contestation de contestation en contestation. 2006, 2011, 2018. Et le chemin qu'on est en train d'adopter là, c'est le chemin de la contestation. Non. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire différemment pour limiter tant soit peu ces contestations? Cher Dan, si l'opposition veut réellement remporter ces élections, si l'opposition veut réellement, je dirais, barrer la route à une fraude qui se préparerait, l'opposition devrait se donner les moyens de vérifier les listes qui seront publiées. 30 jours, c'est bien. Mais déjà maintenant, là, il faut l'audit, M. Patrick. Mais il faut faire d'abord l'audit. Mais c'est que je suis en train de vous dire... Cet audit va rassurer une frange de la classe politique. Non, mais c'est que je suis en train de vous dire, cher Dan, c'est plus efficient qu'un audit. Si l'on publie une liste et que vous donnez les moyens de vérifier bureau par bureau, la CENI a précisé qu'elle donnera les noms, les centres de vote.
Mais vous pouvez faire un test même avec Kinshasa, à supposer que là où je me suis enrôlé, il y a des noms que l'on ne connaît pas. Ou des noms, je dirais, des morts. Mais c'est facilement vérifiable. C'est des choses vérifiables. Vous vous amenez dans un bureau de vote, vous vérifiez, vous dites, oh tiens, il y a monsieur tel, il y a monsieur tel, il y a monsieur tel. Nous allons procéder aux vérifications pour savoir si ces gens sont réellement congolais vivant aux endroits indiqués, c'est-à-dire dans la circonscription où ils se sont fait enrôler. C'est de l'audit. C'est plus efficient d'ailleurs. Si par exemple, dans un lieu donné, la CENI a dit qu'elle a enrôlé 5000 personnes, mais l'opposition n'a pas les moyens, si cela est faux, de démontrer que dans ce coin-ci, où la CENI prétend avoir enrôlé 5000 Congolais, que ceci n'est pas vrai au regard des enquêtes que nous avons menées. Pourquoi la CENI voudrait absolument, pourquoi l'opposition et la SENCO voudraient absolument que la CENI accède à leur demande d'audit externe qui sera fait par qui? Par M. Cholet, par exemple? Quand on connaît l'impartialité et la neutralité qui guident M. Cholet ainsi que les autres, il y a des structures, il y a des structures internationales qui réputées qui peuvent le faire. C'est à la CENI de l'ancien appel d'offres. Ces structures vont souscrire et chacun choisir la meilleure qui peut le faire. Autant les amis de l'opposition et de la SENCO ont dit que les personnes qui sont venues auditer sont à la solde de Dédi Kadima, mais qu'est-ce qui n'empêcherait pas que les autres disent que les gens que vous appellerez ne soient pas à la solde, permettez-moi, d'un des candidats, comme l'on soupçonne aujourd'hui quelques têtes couronnées de l'Église catholique, être à la solde de qui vous savez. Ce procès, les gens pro-pouvoir peuvent aussi le faire. Mais qu'est-ce qui nous garantit que ceux-là qui viendront ne sont pas à la botte d'un des candidats? Donc c'est pour dire que... Quelle est la garantie aussi que ceux qui ont audité sont indépendants? Mais tout justement, sont indépendants de mais tout justement, de son bureau. Autant il n'y a aucune... Rien n'est garanti. Autant il n'y a aucune garantie que ceux-là soient indépendants, mais autant il n'y a pas une quelconque garantie que ceux qui viendront soient indépendants. Et faisons un flashback. La SENCO avait comme candidat pour occuper la tête de la CENI un certain monsieur Ebotoko. Vous vous souvenez? Ok. Mais il s'avère que monsieur Ebotoko était candidat pour le compte du parti Ensemble de Moïse Katumbi. Quelle heureuse coïncidence. Quelle heureuse coïncidence. Donc, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Vous êtes sûr? Monsieur Cyril Ebotoko était, lors des élections passées, candidat pour le compte d'Ensemble pour la République. Monsieur Cyril Ebotoko est politique. Était candidat député pour le compte de Ensemble pour la République. En 2018. Je ne vous le fais pas dire. Et c'est ce candidat-là. Donc, monsieur Ebotoko, il est cadre de Ensemble pour la République. Non, vous n'avez pas besoin d'être cadre. Ou membre de la... Il était candidat pour le compte du parti Ensemble pour la République. Donc documenté. Documenté. Et c'est ce candidat-là qui était porté par la SENCO. Vérifié et vérifiable. Donc, quand vous faites les procès de partisanerie, je parle de la SENCO, il faut vraiment veiller à ce que vous soyez réellement au milieu du village. Monsieur Patrick, vous voulez dire que l'Église catholique reprend Moïse Katumbi? Permettez-moi de ne pas utiliser les mots comme vous le dites et permettez-moi d'avoir les mots qui me sont propres. Je fais un constat ici que le candidat qui était porté par la SENCO a été candidat député pour le compte de Ensemble pour la République. Cette coïncidence me fait penser
aussi à une autre dont j'ai l'habitude de marteler l'octroi des 40 000 smartphones. Où vous avez M. Kamitatou qui, au plateau de TV5, affirmé avoir envoyé 40 000 smartphones à leur observateur, à leur centrale électorale. Et curieusement, M. Ntcholé, dans un plateau d'une chaîne de la place, affirmait qu'ils ont reçu 40 000 smartphones. Donc, il ne faut pas être sorti d'une école, je dirais, de criminologie réputée pour faire la connivence, pour lier, je dirais, la collusion qu'il y a entre une partie de l'Église catholique et ce parti politique de M. Katumbi. Les preuves, je vous les citais. Vous connaissez bien ce partenariat qui est entre l'Union européenne et qui a eu entre l'Union européenne et l'Église catholique pendant les élections. Selon M. Chollet, c'est plutôt l'Union européenne qui a disponibilisé les moyens pour leurs observateurs sur les terrains. Il n'a jamais, en tout cas, jamais reconnu pour dire que c'est M. Katumbi ou c'est une instance politique quelconque qui soutiendrait l'Église catholique. Vous voulez m'amener à dire que M. Ntcholé ment? Non. Loin de moi l'idée. Non. Permettez-moi. Vous faites comment dire? Vous faites une liaison des Permettez-moi. Vous faites une liaison des Permettez-moi. entre les propos de monsieur Kamitatou et les propos de M. Chollet. Vous remarquez des ressemblances et vous faites une liaison. Permettez-moi maintenant de finir avec mon propos. Je crois fermement que M. Ntcholé ne puis mentir. Je le crois fermement. Mais je constate en même temps qu'il y a une série de coïncidences qui me laissent dubitatif. M. Ntcholé, qui ne ment pas, ou qui n'a jamais menti, ne peut pas nous empêcher de constater les connivences qu'il y a entre les 40 000 smartphones. Il a changé un peu, je ne dirais pas qu'il ment, hein, il a changé un peu sa version, parce que quand il a été reçu, il a dit que parmi les donateurs, il y avait même des pays arabes. Mais quand il dit aujourd'hui, je me répète, M. Ntcholé ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Mais quand vous m'apprenez qu'il dit que c'était la mission européenne, je me dis qu'il y a une contradiction entre son affirmation où il avait dit à l'opinion que parmi les donateurs, il y avait des pays arabes. Que je sache, les pays arabes ne font pas partie de l'Union européenne. Mais M. Ntcholé ne ment jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Entre les lignes. Ça, c'est votre lecture. Alors, on va prendre cette réaction de M. Fayoulou, qui, après avoir appris que la CENI ne va pas répondre à leur demande d'audit, voici ce que M. Fayoulou dit. Il dit, M. Kadima, l'Assemblée plénière de la CENI et leurs commanditaires pensent que les Congolais sont des moutons de panurge qui vont les aider à matérialiser une nouvelle fraude électorale en RDC. Ils ont tout faux, je m'expliquerai devant la presse ce mercredi 12 juillet. Il dit encore, le fichier électoral fiable est une des conditions sine qua non pour les élections transparentes, impartiales et apaisées. Le peuple congolais n'acceptera aucune élection en RDC avec ce fichier non audité par un organisme indépendant réputé. Avant que je réponde à ceci, permettez-moi de revenir encore un petit peu sur la Senco que j'aime bien. Pour faire étalage, dernièrement, j'ai lu M. Ntcholé qui parlait, je crois que c'était lors de l'interview que vous avez eu avec lui, qui parlait de Constance de la Senco, de Constance. Et un flashback m'est revenu, me souvenant d'une intervention du cardinal Ambongo sur le plateau de TV5. Et pour mémoire, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai déjà vu, à part nos évêques, un autre évêque passer dans une chaîne internationale pour parler politique.
Je n'ai pas, ma mémoire peut me flancher, mais je n'ai pas souvenir de ça. Bon, dont acte. Le cardinal Ambongo était de passage sur TV5. Je crois que c'était pratiquement au lendemain de la publication d'élections et du partenariat entre le FCC et CACH. Monsieur Ambongo, le cardinal Ambongo, demandait instamment à M. Félix de se débarrasser de Kabila. Disons, si je ne veux pas tordre ses propos, qu'il était coincé et qu'il n'avait pas l'effectivité du pouvoir et que M. Tshisekedi devait se débarrasser de M. Kabila. Mais quand M. Tshisekedi, je pense, suivant entre autres ce conseil du cardinal, a voulu enclencher le mécanisme de, je dirais, de séparation avec Kabila, ce sont les évêques catholiques qui se sont retrouvés les premiers chez Kabila. Pour, disent-ils, entamer des dialogues. Vous comprenez un peu... Vous voulez dire qu'à la suite de la dissolution... De la dissolution, oui. Les évêques sont allés chez... Les évêques sont allés chez Kabila. Faire quoi? Mais je vous l'ai dit, selon leurs propos, initier des dialogues. Alors qu'ils furent parmi ceux qui étaient, je dirais, vindicatifs à l'union du FCC et du CACH. Mais vous vous souvenez aussi que ces évêques étaient aussi très durs envers le pouvoir de M. Kabila. Mais vous donnez de l'eau à mon moulin, parce que les mêmes personnes aujourd'hui disent, pour paraphraser le cardinal Ambongo, allant visiter le somptueux parc de Kingagati, il dit ceci à Maman Olive: vous avez beaucoup fait pour le pays et vous avez mon soutien inconditionnel et vous avez encore beaucoup à faire. Ces mêmes personnes, vous venez de le dire, pas moi, vous, ils étaient très durs envers eux. Et je me souviens, on se souvient tous de la formule que les médiocres dégagent. Mais quand est-ce que ces médiocres sont devenus, pour eux, des personnes fréquentables et des personnes qui devraient retourner au sommet du pouvoir? Eux qui parlent de constance. À quel moment cela s'est passé? Est-ce qu'il est question qu'ils reviennent au pouvoir? Vous, est-ce qu'il était question quand... Vous avez déjà oublié le fameux bloc patriotique. Qui composait ce bloc? Je ne vais pas revenir là-dessus. Merci. Monsieur Patrick Yali, revenons sur maintenant cette union qui a eu à l'époque. D'ailleurs, M. Kabound l'exprimait à sa manière pour dire: entre nous et l'Église catholique, il y a un partenariat équitable. 50-50, il disait. 50-50. Oui. Alors, à l'époque, c'était une preuve, ça pouvait être, je veux dire même, c'est une preuve que l'Église catholique roule pour l'opposition, pour l'UDPS à l'époque. Non. Non, je veux nuancer. L'UDPS faisait partie de l'opposition à cette époque, au même titre que Moïse Katumbi. Bien sûr. Ok. Cette réponse devrait suffire normalement. M. Katumbi, M. Kabound disait, il parlait de l'UDPS, il parlait de toute l'opposition. Oui, il parlait de l'UDPS. Il y avait, je dirais, un mariage de raison. Entre l'opposition? Entre l'opposition et l'Église catholique. À l'époque. À l'époque. Mais aujourd'hui, c'est un mariage de non-raison. Non. Mais c'est que l'UDPS ne comprenait pas et n'avait pas compris, c'est que derrière ce mariage, l'Église catholique avait son agenda. L'Église catholique voulait certes que M. Kabila, qu'il considère avec toute sa suite comme des médiocres, qu'il dégage, mais au profit, non, du candidat de l'UDPS, mais au profit du candidat voulu par le donateur des 40 000 smartphones. Voilà pourquoi je pense, voilà pourquoi je pense que le président a dit lors de son interview avec Madame Tina Salama, que je salue, que son plus grand regret était la dissolution de FCC CACH, parce qu'il s'est rendu compte que, en suivant
sûrement les conseils du cardinal, il s'est fourré dans la gueule du lion. Permettez-moi cette expression un peu triviale. Il a dit aussi que ces gens-là pensaient qu'ils sont éternels, que sans eux, le pouvoir ne peut pas exister. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre fin à cela. Il dénonce les dérives. Non, j'essaye de comprendre cette formule-là. Le président a été instamment poussé à se séparer de M. Kabila pour embrasser M. Katumbi. Et je pense que quand il fait la comparaison, il comprend mieux pourquoi M. Kabila le déconseillait cette union. Et il comprend, je pense, davantage pourquoi M. Kabila, la seule fois qu'il a eu à tenir de propos désobligeants envers ses adversaires politiques, parce qu'à l'époque, Katumbi était un adversaire politique, il l'a traité de Judas. La réaction de M. Fayulu. Revenons-en. Vous noterez que les violons ne s'accordent plus déjà entre M. Fayulu et les trois autres leaders. Les trois autres leaders ont fait un communiqué en excluant M. Fayulu. M. Fayulu aussi, à son tour, fait un communiqué en son propre nom, pour son propre compte. Qu'à cela ne tienne. M. Fayulu nous a habitués à de revirements. Les revirements sont, je dirais, inhérents dans le monde politique. On ne peut pas... Je connais très peu de politiques ici comme ailleurs qui s'en tiennent à ce qui a été, à ce qu'ils avaient dit. Il y a toujours de rebondissements, de revirements au regard des circonstances. Mais M. Fayulu est plus qu'un habitué des revirements. Plus qu'un habitué des revirements. Donc vous attendez ce qu'il fasse un revirement à quelques minutes, à quelques jours de la fin du... Déjà, ce sera pour la semaine prochaine. Mais l'histoire de la machine à voter n'est pas à des années-lumière. L'histoire de la machine à voter, n'utilisez pas, cassez, faites ci, ce n'est pas à des années-lumière. Mais on se souviendra que ce que M. Martin Fayulu dit aujourd'hui, c'est ce que Tshisekedi a dit, le président Tshisekedi, Mme Bazaïba, qui est vendue le MLC, et tous les leaders, Katumbi et le reste, demandaient hier que le fichier électoral devrait être audité parce qu'il y avait des fictifs, des doublons, des bébés, des morts, qu'il fallait normalement un audit indépendant. La suspicion est légitime. Dans le contexte qui est nôtre, la suspicion est légitime. Mais souvenez-vous aussi que l'UDPS avait dit en son temps, avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Avec ou sans ce fichier corrompu, nous irons aux élections. L'UDPS est assumé. Je suis d'accord, mais par rapport au fichier électoral, mais ce sont les mêmes revendications. Mais tout justement, mais vous constaterez qu'il y avait une nuance apportée par l'UDPS qui, fort de son passé, en 2006, quand l'UDPS a été, je dirais, après une position radicale, elle en a payé les pots cassés. Fort de ces expériences cumulées avec la participation en 2011 et ce que cela a donné, l'UDPS, en 2018, a tiré les leçons. Ils ont eu des revendications, mais ils se sont donné les moyens de contourner la machine Kabila. Il faut un minimum de consensus avant le 20 décembre et juge qu'il faut, il faut un ajustement technique de la CENI afin d'y intégrer la vraie opposition. Ça, c'est M. Bitako. Monsieur Bitako. Oui, mais si l'opposition elle-même n'arrive pas à avoir un consensus entre elles, je vous ai dit que ça a duré le temps d'un printemps. Ça a duré le temps d'un printemps. Les 4 leaders ne sont plus, ne sont plus en osmose. La seule différence, c'est que l'un d'entre eux dit, avec ce fichier, je ne pars pas aux élections. Non, le consensus dont il parle aurait commandé qu'avant de prendre position, qu'ils se mettent ensemble
et qu'ils partent de la même voie. Nous avons une CENI dont les membres qui viennent de l'opposition sont décrits, ne sont pas reconnus par leur parti politique d'origine. Comment jugez-vous l'indépendance de ce bureau, monsieur Patrick? Mais du moment où, raisonnons par l'absurde, du moment où on accède à leurs revendications, qu'ils délèguent des personnalités à envoyer à la CENI, ces personnes dépendront de qui? Ces personnes répondront à leur dictat? Parce qu'en réalité, ils veulent des personnes qu'ils enverront à la CENI. Ça, c'est la loi. Non, attendez. Ça, c'est la loi. Attendez. Ils veulent des personnes qu'ils enverront à la CENI qui obéiront au doigt, qui leur obéiront au doigt et à l'œil. Maintenant. Non, c'est une exigence. Oui, mais cette exigence. Vous trouvez normal qu'une CENI et des membres de l'opposition qui ne sont pas reconnus par leur parti politique? Est-ce que vous trouvez que ce processus-là va être accepté par ceux-là qui... Vous me coupez dans mon élan. J'étais en train de, je dirais, de vous amener par un raisonnement, je dirais, assez banal pour vous démontrer que si on accède aux revendications, rien ne nous garantit que les prochaines personnes qui seront... Pourquoi j'ai dit les prochaines personnes? Parce que les personnes qui sont là pour le compte de l'opposition, mais ils étaient les membres de l'opposition. Didier Manara vient du PPRD. Mais le PPRD ne reconnaît pas M. Didier Manara. Le PPRD ne reconnaît plus M. Didier Manara parce qu'aujourd'hui, Didier Manara est à la CENI. Bien sûr. Mais Didier Manara est un membre du PPRD. Fut. Vous faites bien de le dire. Fut, parce qu'aujourd'hui, il est membre de la CENI. Parce que le PPRD me dit qu'il n'est plus de notre parti. Il n'est plus de notre parti. Parce qu'il a quitté, il a changé de majorité, il a changé de camp politique. Il a perdu son mandat en quittant la liste de son regroupement politique. Non, quand M. Manara est pris à la CENI, il était toujours membre du PPRD. Il a été débouté parce que M. Manara a accepté de jouer le jeu républicain. C'est lui de... Le PPRD était dans la logique de faire bloquer la machine. M. Manara, en acceptant un peu comme à l'époque avec le porte-parole de la CENI le passé, qui était membre de l'UDPS, qui a rejoint la CENI pour le compte de l'UDPS, l'UDPS l'a désavoué. C'est une répétition, la répétition de l'histoire. Rien ne nous dit pas. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui nous garantit que si aujourd'hui on accède aux revendications des membres de l'opposition, qu'ils envoient leurs délégués, qui ne nous dit pas qu'ils vont encore renier ces délégués? Ah, c'est une question. Discours du président Tshisekedi. Parlons-en. Vous avez effleuré la question de la coalition FCC-Cash. Parlons de notre justice. Le chef de l'État est déçu. Vous trouvez cette déception fondée? Plus que fondée. Pourquoi? Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est fait dernièrement avec la saga des kidnappeurs. Des personnes qui ont été arrêtées, jugées, condamnées, envoyées en prison, mais qu'on le retrouve miraculeusement en liberté, commettant encore les mêmes crimes pour lesquels ils ont été arrêtés. Je n'entre même pas dans les dossiers judiciaires à caractère politique. Je parle de ces faits-là. Ces gens ne se sont pas retrouvés en liberté comme par baguette magique. Il y a, je présume, eu de la corruption pour que ces criminels se retrouvent encore en liberté. Combien de cas pareils avons-nous? Donc rien que pour ce cas récent, il est établi qu'il y a un dysfonctionnement criant. Comment vous pouvez accéder à une corruption
faites par des personnes aussi criminelles. Quelles sont les réformes qui ont été faites dans le secteur de la justice par... Je ne pense pas que c'est une question de réforme, je pense que c'est une question d'homme. Et c'est une lecture et une observation que j'ai faite depuis un bon moment. Le Congo souffre non des réformes à mettre en place, mais le Congo souffre d'hommes. Le Congo n'a pas des hommes qui peuvent garantir un certain niveau d'honnêteté, il y a eu au fil de temps, d'incorruptibilité, il y a de eu probité morale. Au fil de temps, C'est dans le secteur de la justice. pas seulement, pas que, Mais qui corrompt? dans Mais l'enseignement. qui est en train de corrompre ces juges? Je te dis, Ce ne sont pas nous les peuples. mais je te dis, le C'est pas Congo peuple. a un problème d'homme. La moralité de l'homme congolais s'est affaissée. Les valeurs, on les a perdues. C'est la responsabilité incombe à tous les Congolais. À tous les Congolais. À tous les Congolais. Quel genre de société sommes-nous aujourd'hui? Quel type de Congolais on a produit? Ici comme ailleurs. Ici comme ailleurs. Il y a eu un affaissement. Il y a eu une dépravation. Quand je me promène devant là où j'ai vu le jour, dans ma commune de Bondal. Je me rappelle à l'époque, on pouvait devant notre avenue jouer au football pendant les périodes des vacances. Il y avait de la verdure. Mais aujourd'hui, de bout en bout, il n'y a que des... Comment on appelle ça encore? Des bars, des bistrots. Au-delà des bistrots, il y a une culture aujourd'hui de boîtes de nuit à l'extérieur, où vous avez des DJ en pleine journée, À l'air libre. à l'air libre. Ils entendent des insanités, applaudis par les gens qui sont venus siroter. Voilà la société. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Le président Tshisekedi est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui le chef de tout l'État. Il a le pouvoir de sanctionner. Vous trouvez qu'il n'a aucune responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui? Mais évidemment qu'il y a une responsabilité du président. Il y a une responsabilité collective. Il faudrait que nous nous arrêtions, que nous nous posions des questions. Il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent pour entraîner la masse. Et ces hommes ne peuvent être que ceux qui guident. La difficulté qu'il y a aujourd'hui, j'ai entendu dernièrement un confrère, il n'était pas le seul, certains aussi, comme lui, ont lancé cette idée d'une dictature éclairée. Il a été brocardé. Mais, cher Dan, regardons-nous les yeux dans les yeux. Nous sommes des gens corrompus. De quelque bord que nous nous trouvons. Il y a des gens qui sont derrière Tshisekedi, Kabila, Katumbi. Pas parce qu'ils croient que tel ou tel a une vision, que tel ou tel est l'homme de la situation, mais simplement parce qu'ils ont envie, comme le disait quelqu'un dont la verve me fascinait, paix à son âme, M. Christian Badibanga, ils sont là pour le chop-chop. Pour ne pas m'exclure, nous sommes là Pour le chop-chop. pour le chop-chop. Et c'est cela qui est désolant. Vous avez des gens, quand tu regardes, comment... Moi j'ai quelqu'un, je ne veux pas le citer. Il est, je dirais, sévère vis-à-vis de Tshisekedi. Il n'est pas intelligent, il n'a pas étudié, il a des mots sévères. Cette personne était membre d'un parti quelconque, et un jour j'apprends qu'il a rejoint M. Katumbi. Cet homme est d'une intelligence remarquable. La personne dont je parle, dont je refuse de citer le nom. Je lui dis, monsieur, mais les reproches que vous faites
à M. Tshisekedi, vous pensez que M. Katumbi, devenu président de la République, peut se tenir par exemple devant la tribune de l'ONU et tenir un discours? C'est un discours écrit, c'est simple, c'est facile. C'est un discours écrit. C'est un discours écrit. Vous l'avez entendu s'exprimer chez ses oncles en Israël, dans un discours écrit. Vous l'avez entendu? C'est-à-dire, si ce monsieur-là considère le niveau de Tshisekedi comme bas dans l'expression oratoire, parce que il était vindicatif, mais que dire? Mais que dire de la personne que ce monsieur a rejoint? Et vous pensez que ce monsieur a rejoint M. Katumbi pour l'expression orale de ce dernier? Donc c'est pour dire que... Peut-être pour c'est comme quand le président dit que son plus grand regret, c'est la justice. Quoique tous les secteurs soient, je dirais, malades, il avait fondé son espoir sur la justice. Parce que seule la justice a les leviers pour redresser les autres secteurs. Vous savez, je le pense en mémoire, cette formule, non, ce n'est pas une formule, c'est une sagesse de la Bible qui dit la justice élève une nation. C'est le fondement. Pardon. Là, c'est très très bien de le dire, mais au niveau des sanctions, moi c'est là que je suis, puisque notre société est une société corrompue. Pourquoi est-ce que le chef de l'État qui a ce pouvoir de sanctionner ses magistrats, ses juges, c'est lui qui les nomme? Pourquoi la ministre de la Justice, c'est elle qui gère son secteur? Pendant plusieurs années, ces dysfonctionnements existent toujours. Et que c'est un problème d'homme. Je ne pourrais pas, par rapport à cette question, mais de partir de ce que je suis en train de condamner en vous donnant raison. C'est bien beau d'exprimer les regrets, mais je pense comme vous que ces regrets auraient dû être suivis des sanctions. Il fallait que le président puisse sanctionner. Parmi les regrets, il parle aussi de la question de l'Est de la RDC, le Rwanda. Le président dit qu'il faut faire la différence entre le peuple rwandais et le régime de M. Kagame. Pour lui, il ne peut pas rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda à cause de M. Kagame. Ce serait absurde. Votre lecture? Sur ce point, monsieur le président n'a pas tort. Nous n'enlèverons pas le Rwanda comme étant notre voisin. Monsieur Kagame quittera ses fonctions d'une manière ou d'une autre. Et le Rwanda restera. Mais pour le bien du pays, pour le bien de notre pays, je pense qu'il faut accélérer le départ de M. Kagame au pouvoir. Pour le bien du Rwanda. Il a aussi dit que l'AFDL, c'est venu avec des armées étrangères, c'est l'AFDL qui nous a apporté ces malheurs que nous vivons aujourd'hui. L'AFDL est venu couper l'élan de la démocratisation qui était déjà en cours. Votre point de vue? C'est limpide, cher Dan. Il n'y a même pas ajouté d'autres commentaires superfétatoires. C'est connu de tous que c'est à cause de l'AFDL qu'on a connu M. Kabarebe comme général de notre armée, chef d'état-major, voulais-je dire. C'est à cette suite qu'il y a eu, après, une rébellion. Quelle rébellion qui a conduit ensuite au mixage, au brassage de notre armée. L'affaiblissement aujourd'hui de notre pays, nous la devons en grande partie à l'affaiblissement de l'armée qui a été voulu, conçu, je dirais même par le Rwanda. La porte de tout ceci, c'est l'AFDL. Si l'AFDL n'était pas venu aujourd'hui,
La situation serait beaucoup plus différente. Bon, vous savez, avec si, on pourrait mettre Paris dans une bouteille, comme on le dit. Mais hein, force est de constater que l'AFDEL est pour beaucoup dans, je dirais, dans l'effritement des services de sécurité, dans l'effritement de notre armée. Est-ce que la RDC va mieux qu'il y a 4 ans? Sur beaucoup de points, ce qui a été fait en 4 ans est largement mieux. Est-ce que la RDC va mieux qu'il y a 4 ans? Absolument. Parce que vous voulez que j'utilise les mots de manière aussi directe. Je dirais absolument. Et je peux le démontrer par des exemples, par des petits exemples. Des petits exemples. J'ai vu un opposant railler M. Kikouni, je veux le citer lui, le fait qu'on se gargarisait d'avoir construit ça et là des gymnases pour accueillir le jeu de la francophonie. Et le jeu de la francophonie. Mais c'est aussi, M. Kikouni, je dirais, un partisan du FCC. Mais pour répondre à votre question, donc vous allez constater avec moi que pendant 18 ans, ces infrastructures-là, nous ne les avons pas. L'ambition même si ces jeux ne seront pas organisés, je dirais, de façon à concurrencer les organisations qui se font dans des pays plus développés, mais nous aurons au moins le mérite d'aujourd'hui avoir l'ambition et de nous donner les moyens d'organiser ces genres d'activités. Alors que pendant ces 18 ans, nous ne pouvons même pas rêver de ça. Parce que tenez, je me souviens, M. Kabila et M. Matata ont initié un projet de construction des rénovations des terrains municipaux. Mais à ce jour, inachevé. Je plaide d'ailleurs pour notre terrain municipal de Bandal. M. Kabila, M. Matata, je les ai vus de mes propres yeux venir lancer l'inauguration des travaux. À ce jour, rien n'a été fait. C'est les 18 ans. Des terrains municipaux. Mais quand j'ai vu la réalisation ou la réhabilitation, ou je dirais les chantiers des gymnases, mais ça m'a redonné de l'espoir au Congo. De voir que nous pouvons... Au Congo, c'est 2 345 000 km². Les matchs internationaux de nos léopards. Il n'y a que le stade de M. Katumbi qui était homologué. Vous avez vu les travaux qui ont été faits au stade de Marty? C'est pour dire, quand vous dites... C'est que vous dites répond à votre question. Comment pendant 18 ans nous n'avons que ce stade homologué? Comment pendant 4 ans? Maintenant, en 4 ans, aller faire un tour, le stade de Martyr a été mis au standard. Je ne veux pas aller loin, je parle des événements récents. Pour corroler l'actualité. La dépression du franc congolais, vertigineuse. Nous avons toujours connu une dépréciation du franc congolais. Malheureusement, le pouvoir actuel, comme le pouvoir passé... Ces quelques mois, cette dépréciation va un peu plus vite. Non, nous avons connu des époques similaires depuis sous Mobutu. Depuis sous Mobutu, pour ne même pas parler de M. Kabila. Dernièrement, j'ai vu des compatriotes se questionner et se moquer du fait qu'il y a eu l'inauguration d'une usine de Mercedes, mais dont on n'a jamais vu ne serait-ce qu'un bus y sortir. On lance les images où on montre les bus monter. Alors que ceux-là même qui sont en train de bocarder, aujourd'hui aficionados de Maman Olive, ont perdu en esprit que ces gens sont partis, sans que le Congo n'organise même un tournoi international de Nzango. Un tournoi international de Nzango. Aujourd'hui, il y aura la francophonie. Ces gens sont partis sans qu'il n'y ait même pas une usine d'assemblage de vélos. Il y a eu le sommet de la francophonie en 2012, je crois. Le sommet de la francophonie n'est pas à comparer avec l'organisation d'une telle activité. C'est quand même une activité internationale.
Je me répète. C'est quand même une activité internationale. Les moyens qu'il faut pour l'organisation de l'activité de Jeux de la francophonie ne sont pas comparés avec pareil sommet. C'est deux choses totalement différentes. Ces gens sont partis sans laisser une usine d'assemblage de vélos. Mais ils se donnent le luxe de railler, de brocarder une usine d'assemblage de Mercedes. Vous voyez dans quel monde de maboule nous nous retrouvons? Il y a des points sur lesquels il y a eu stagnation. Mais il n'y a aucun point... Au recul. Non, tout justement. C'est là la différence. Pas de recul. Il n'y a pas de recul. Il y a sur certains points, soit stagnation, soit il y a avancé. Il n'y a pas de recul sur aucun point. Il y a des territoires qui étaient encore... Regarde, Dan. Ça fait plus d'une année. Regarde, Dan. Il y a, avec le projet de 145 territoires, la construction des écoles, des hôpitaux, des infrastructures. Où en est-on? Où en est-on aujourd'hui? Ça fait plusieurs mois qu'on chante qu'il y a cette chanson. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas, je dirais, un adepte des réseaux sociaux. Parce que si vous étiez un adepte, vous allez voir des images qui sont balancées ça et là. Dernièrement, j'ai vu les images de Guémena, de Guado, des écoles au fin fond. Alors, quand je dis fin fond, de coins perdus, abandonnés de la République. Des écoles bien construites. Des écoles... S'il vous plaît, monsieur Patrick, 145 territoires, c'est un projet très ambitieux. On ne peut pas prendre un territoire de façon éparse et dire que les travaux avancent. Il faut que ces travaux, qu'on se ressente dans les 145 territoires en train d'avancer. Non, cher Dan. Si on prend un territoire simplement... Cher Dan, l'accessibilité aux différents territoires ne sont pas les mêmes. Là où il y a la facilité d'accessibilité, les travaux sont en train d'avancer. Mais pour certains territoires, il y a besoin en amont de créer des conditions d'accessibilité aux engins, aux matériaux qui vont procéder aux constructions. C'est-à-dire, la matérialisation ne peut pas aller concomitamment. Et on ne peut pas aussi dire, bon, ici on ne va rien faire, on va attendre qu'on bitume cette route de tel territoire, que les engins arrivent pour que l'on commence ça partout. Donc l'effectivité ne peut pas aller bon train au même moment. Parce qu'il y a des coins qui sont inaccessibles, que l'on est en train de rendre accessibles. Parce qu'il y a des engins qui doivent arriver pour la construction. Très bien, nous attendrons l'effectivité de ce projet de 145 territoires. C'est pour le bien de tous les Congolais. Mais il y a des projets qui, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont restés lettres mortes. On a le projet... Je vais oublier, quand vous parlez... Quand je regarde ce qui est fait avec le centre financier par les Turcs, et j'apprends que les mêmes Turcs vont faire un autre gymnase encore à la foire internationale. Et les travaux ont commencé. Et j'apprends que ce sont les mêmes Turcs qui vont moderniser l'aéroport. Je dis, il y a bon espoir. Il y a bon espoir. Et je n'ai même pas besoin de faire une comparaison entre ce quinquennat et les 18 ans. Je n'ai même pas besoin de ça. Parce que rien qu'à voir en termes de chantier lancé pour ces 5 ans, à comparer aux chantiers lancés et pour la plupart inachevés, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Vous ne pensez pas qu'il est temps que nous ayons des chiffres, que les RDC dispose des chiffres? Taux de chômage, taux d'emploi créé, taux de naissance, il faut qu'il y ait un registre national. Absolument. Voilà pourquoi le chef de l'État tient à ce que l'effectivité de la matricisation de la carte d'identité, parce que tout doit commencer par là. Comme nous ne sommes même pas identifiés, comment on quantifiera le nombre de chômage? Le quinquennat est presque à la fin.
Cette question répond à votre précédente question. Celle où vous avez demandé de faire la comparaison. Vous dites que ce quinquennat est presque à la fin. Mais pendant 18 ans, on ne pouvait pas nous offrir l'opportunité de voir... Non, je réponds... Le Congo n'a pas commencé à 18 ans. Je réponds à votre question. Je réponds à votre précédente question. Cela m'a permis d'enjamber pour vous dire que le Congo était... Ah, c'était quoi l'expression utilisée par M. Tshisekedi à Kananga? Mboke Koufaki. Mboke Koufaki. On doit faire Mamayemo, on doit refaire Zando, on doit faire les cartes d'identité, on doit refaire les repos, on doit faire les stades. Mais vous avez des gens qui ont dirigé 18 ans. Qui ont dirigé 18 ans et qui veulent revenir dans des formats, je dirais, contournés au pouvoir. Mais si les choses étaient faites, ou bien, ou bien permettez-moi de dire les choses autrement. Qu'est-ce qui a été fait que Tshisekedi a trouvé qu'il a détruit? Vous voulez que je réponde? Non. Généralement, vous dites que vous êtes là pour nous poser les questions. Ne répondez pas. Monsieur Patrick, c'est la dernière question. Je pense que la régie nous a signalé. On doit mettre fin à l'émission. C'est la toute dernière question pour vous laisser aussi aller au service. Alors, monsieur Patrick, élection à 2 tours. Revenons dans le contexte de 2006. Monsieur Tshisekedi passe au premier tour avec l'un des candidats de l'opposition. Le voyez-vous l'emporter au 2e tour? Une question très pertinente. Tout dépend des alliances qui se feront au 2e tour. Il ne faut pas déjà oublier que M. Tshisekedi partira aux élections probablement avec l'UCN derrière elle. L'UCN composé des personnes qui sont pour beaucoup des leaders, je dirais, confirmés dans les espaces géographiques bien donnés. Donc, M. Tshisekedi part déjà avec une longueur d'avance. Il a une structure composée et, je dirais, hétérogène. Alors que de l'autre côté, ils ont mal à créer une cohésion et une structure. Vous avez une structure qui s'est créée, le bloc patriotique, qui a duré le temps d'un matin. Ils se sont reconstitués dans une structure sans nom, parce qu'ils n'ont même pas pu donner un nom. Et le temps d'un printemps, vous avez un qui se désolidarise. Donc, rien ne nous permet d'imaginer que le candidat de l'opposition pourrait fédérer les autres candidats prétendants au poste. Donc, la difficulté de se mettre ensemble pour faire face à la structure composée par M. Tshisekedi posera d'abord problème au premier tour pour eux, et si par hasard l'un d'eux accède au 2e tour, mais ça posera davantage problème. Merci beaucoup, monsieur Patrick Eyalé, analyste politique indépendant. Merci. C'est à moi de vous remercier, Dan. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est sur votre chaîne Congo Buzz Télévision. À très bientôt. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377
boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.